Présentez-vous à nos lecteurs. Bonjour monsieur, je suis Casimir Diawara, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Diawara, depuis 3 mois, les enfants ne vont pas à l'école. Et des négociations pourraient aboutir aujourd'hui à un accord. Comment vous avez géré cette crise? Le département. Oui. Vous dites que depuis 3 mois, nous vivons une crise qui a consisté à avoir des établissements qui ne fonctionnaient pas suite à l'absence de certains professeurs et enseignants dans ces écoles et établissements d'enseignement secondaire, suite à la rétention des enfants par des parents qui avaient été pas très bien informés. Nous nous sommes retrouvés avec un certain nombre d'écoles et d'établissements qui ne fonctionnaient pas normalement. Il faut reconnaître que pendant cette crise, il y a eu des points où l'activité scolaire a été reprise très très rapidement dès le mois d'octobre. Là, il faut citer des régions comme la région administrative de Zérékoré, la région administrative de Kankan et la région administrative de Farana qui ont fonctionné relativement bien par rapport au reste des régions. Et quand on prend les autres régions, il s'est trouvé des préfectures qui ont bien fonctionné, où les enseignants en grand nombre ont continué d'aller à l'école, les élèves en grand nombre ont continué d'aller à l'école. Mais on a constaté qu'à côté, il y a eu aussi des enseignants qui se sont abstenus, des parents qui ont retenu leur enfant, de sorte que ça n'a pas fonctionné à 100%. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que la reprise est de 70% au minimum au niveau national en ce qui concerne les enfants. Et dans les classes d'examen, nous pourrons dire que c'est au-delà de 90% que les enfants fréquentent, parce qu'ils sont soucieux des examens qui auront lieu en fin d'année. Pour les enseignants, nous pouvons dire aujourd'hui que plus de 85% des enseignants sont à leur poste et près de 100% des encadreurs à leur poste. Des mesures ont été prises pour ramener les enfants à l'école, pour ramener les parents à de meilleurs sentiments, pour qu'ils comprennent que l'intérêt des enfants est à l'école, dans la poursuite des études, et pour ramener les encadreurs à comprendre qu'il fallait qu'ils soient à leur poste pour que ça marche. Ces mesures ont consisté en quoi? 1. Donner la bonne information. Parce que des rumeurs avaient pris le pays. Une toile de rumeurs avait enserré le pays. C'était la désinformation. On a voulu faire d'un mouvement dont le caractère hautement politique s'est avéré tout dernièrement. On a voulu en faire un mouvement syndical. Étant bien convaincu que ce n'était pas un mouvement syndical, parce qu'il ne se comportait pas comme un mouvement syndical. Un syndicat, quand il provoque un mouvement social, il se fonde sur la négociation. Mais jamais un syndicat ne dit, et c'est ma condition, où on ne négocie pas. La mémoire des syndicalistes en Guinée, la négociation a été toujours l'arme la plus forte entre le patronat et les syndicats pour pouvoir obtenir des résultats et satisfaire les deux parties. Donc nous avons géré en informant, ensuite en sensibilisant. Le département a dépensé assez d'argent dans l'envoi de missionnaires dans toutes les régions administratives du pays pour que ces missionnaires aillent s'adresser non seulement aux parents d'élèves, mais aux enseignants, aux notabilités et aux religieux, pour que tous ceux-ci informés puissent entrer dans la sensibilisation en vue de faire comprendre aux parents d'élèves que l'école était l'affaire de la nation. L'école n'est pas l'affaire d'un parti politique. L'école, c'est l'avenir, c'est l'usine qui fabrique l'avenir de la nation. C'est-à-dire, c'est là où on éduque nos enfants qui demain prendront le pays en charge. Oui, donc c'est là où ça a porté fruit. En certains endroits, ça a porté. Avec les chiffres que vous avez donnés. En certains endroits, ça a porté fruit. Mais il y a eu des préfectures qui ont traîné les pieds.
parmi lesquels nous sommes vraiment désolés de citer Télémélé, de citer Bofa, de citer Boké dans les centres de la commune urbaine, de citer Lelouma, de citer Labé, une faible reprise d'Alaba et Pita. Aujourd'hui, je pense que conscience a été prise de la part de tous les parents parce qu'ils ont vu que dans les autres communes urbaines du pays, dans les sous-préfectures, l'école continuait et que leurs enfants étaient en train d'accuser un retard. Et en tant que parents conscients, ils se sont dit qu'il fallait remédier à la situation. Maintenant, concernant les enseignants, aujourd'hui, la grève concerne les écoles publiques, les établissements publics. Alors, qui est l'employeur? C'est la fonction publique. Alors, un travailleur qui travaille a droit à son salaire. Un travailleur qui refuse de travailler n'a pas droit au salaire. Et c'est la règle qui est stipulée dans le statut des fonctionnaires. Oui, mais un travailleur aussi a droit d'aller en grève. Mais bien sûr, quand vous allez en grève, vous grévez. Moi, je vous le dis, j'ai fait 40 ans de vie syndicale. Chaque fois que je suis allé en grève, je me suis attendu à voir le nombre de jours de grève coupé dans mon salaire. Mais les gouvernements qui sont succédés en Guinée ont été des gouvernements magnanimes. Il n'y a aucun pays au monde où un seul jour de grève est payé à un gréviste. C'est en Guinée qu'il y avait cette exception. Et toutes les fois, quand nous allions au préalable pour les négociations, nous demandions, quand j'étais syndicaliste, qu'est-ce que nous demandions, qu'est-ce que nos centrales demandaient? Un, qu'on paye les jours de grève aux grévistes. Deux, que ceux qui sont arrêtés pour faire de grève, qu'ils soient libérés. Et les gouvernements qui se sont succédés dans ces 30 dernières années, je ne parle pas des gouvernements d'exception, mais le gouvernement du général Lansana Conté et le gouvernement du professeur Alpha Condé, ils ont toujours accédé à ces préalables. Donc, on a fini par en faire une habitude, un droit, alors que ce n'est pas un droit. Vous êtes libre de gréver en tant que travailleur parce que c'est un droit qui est concédé, un droit qui est reconnu dans la Constitution. Mais quand vous grévez, vous arrêtez la machine de production de la nation. Et pour les heures de travail que vous n'aurez pas effectuées, vous consentez ne pas toucher le salaire parce qu'il est indu. Et c'est la raison pour laquelle, quand le BIT est passé à l'invite du gouvernement pour négocier une trêve sociale, dans le BABA, on nous a fait comprendre que nous étions les seuls à maintenir cette mesure de payer des grévistes. Et quand on paye un gréviste, il prend le goût de ne pas travailler parce qu'il gagne son salaire, et ceci décourage ceux qui sont en train de travailler et qui abandonnent. Alors il faut appliquer ce qui est dans les textes, hein, à l'article 70 du statut des fonctionnaires, ce qui est écrit là, il faut l'appliquer, et c'est ce qui a été appliqué par le gel des salaires. Et dès qu'on a gelé les salaires, certains ont compris que ce n'est pas un autre individu qui est leur employeur, mais c'est bien l'État et qui doit faire le travail dans l'intérêt des enfants de la nation que sont les élèves. Et si cela est fait, on aime son pays. Mais quand on s'oppose et que l'on veuille ne pas faire son travail, mais pour soulever non seulement les parents, soulever les élèves, les mettre dans la rue, c'est qu'on a désormais une autre ambition qui n'est pas du tout syndicale. Vous voulez dire que ces syndicalistes ont une ambition derrière, une ambition cachée politique? Bien sûr, mais on n'a pas vu des leaders politiques dire nous allons sortir dans la rue les supporter. Mais moi, depuis 40 ans que je vis le syndicat en Guinée, mais je n'ai jamais vu un parti politique se déchaîner pour supporter le syndicat. Ce n'est que cette fois-ci. Alors, quand un parti politique se déchaîne pour supporter un mouvement, c'est que ce mouvement et les partis politiques ont des accointances. Ils visent la même chose et le parti politique vise quoi? La conquête du pouvoir. Le syndicat n'a jamais visé la conquête du pouvoir. On nous a toujours dit en matière syndicale, le but du syndicat, c'est l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie et de travail.
travailler. Au-delà de l'appel des politiques, avez-vous des preuves de certaines accointances entre les deux partis politiques et syndicaux? Je me fonde sur ce qui est visible. Je ne rentre pas dans le domaine de l'occulte parce que je ne suis pas un politicien. Mais ce que je sais, quand il a été affirmé, parce qu'on ne sort jamais bras dessous avec un ennemi. On ne sort qu'avec un ami, avec un allié. Et quand ils ont décidé de sortir ensemble, les accointances ont été affirmées en plein jour. Et là, on le comprend. Et ce mouvement, il s'agit de voir comment traiter avec les mouvements syndicaux pour pouvoir apporter une solution au problème syndical. Mais on ne va pas traiter avec un mouvement politique pour trouver des solutions à un mouvement syndical. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui nous sommes presque à la fin de cette grève. Il y a un dénouement qui se profile à l'horizon et on a perdu assez de temps au niveau de certaines écoles. Qu'est-ce que le ministère envisage de faire pour le rattrapage? Le ministère a enjoint toutes les structures déconcentrées à voir à leur niveau quel est le plan de rattrapage qu'ils peuvent élaborer et appliquer. Le ministère ne peut pas ordonner un plan de rattrapage général parce que les niveaux d'avancement sont disparates. Les préfectures et les régions où on a étudié sérieusement comme Kankan, comme Farana et Zérékoré ne se retrouvent pas dans la même situation que Bokeh. Et même à Conakry, les communes de Ratoma, Matoto et Matam, et je dirais même Dixine, ont évolué différemment de la commune de Kaloum. Et même dans Kaloum, il s'est trouvé des établissements qui ont eu moins de jours d'interruption des cours que d'autres. Donc, c'est en fonction de la réalité de terrain que chacun connaît que des plans seront élaborés pour que le calendrier scolaire soit respecté. Nous n'allons pas faire de faveur spéciale. Tous les enfants guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. Il va falloir qu'ils soient tous à un bon niveau d'avancement du programme pour aborder les sujets qui seront proposés aux compositions et aux examens. Est-ce qu'on peut s'attendre forcément à un glissement des calendriers d'examen peut-être au mois de juillet août? Bon, il faudrait attendre la fin du deuxième trimestre pour voir déjà comment chacun se sera organisé pour rattraper le retard. Et si tous les gens rattrapent convenablement le retard, il n'y a pas de raison qu'on se mette encore dans la tradition de ne pas respecter le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire doit être respecté. On ne doit le déranger qu'en cas de calamité. Mais ça, ce n'était pas une calamité, c'était voulu par des parents d'élèves. C'était voulu par des maîtres. C'était voulu par des acteurs qui voulaient purement et simplement instituer un état de pagaille. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais chose qui nous a perturbés pendant une certaine période de l'année scolaire. Monsieur le secrétaire général, étant donné qu'on a parlé largement de cette grève, on va parler à présent brièvement de réalisation. Votre équipe était là, ça fait quelques temps. Est-ce qu'on peut savoir en termes d'infrastructure, en termes d'organisation structurelle, fonctionnement, et qu'est-ce qui a pu marcher au niveau de ce département? Bien, merci. Au niveau des réalisations, nous sommes en cours et nous saurons tirer le bilan en fin d'année. Mais nous travaillons sur le plan de l'accès. L'accès, c'est l'offre en termes de place que l'on peut donner aux enfants de Guinée. Parce qu'il y a une partie des enfants de Guinée qui n'entrent pas à l'école. Il faudrait que tous les enfants de Guinée entrent. Et pour cela, il faut non seulement construire des salles de classe, ce qui est en cours, parce que pour cette année, nous aurons un minimum de 900 salles de classe à construire à travers tout le pays.
il faut en plus de cela équiper en mobilier et en manuel. Mais en plus de cela, il faut recruter des nouveaux maîtres. Ça facilite l'accès. Mais il ne s'agit pas de se contenter que de l'accès, surtout la qualité. La qualité de la formation des formateurs, la qualité de la formation des enseignants et des élèves. Et là, nous sommes en train de travailler à un projet qui va nous permettre de renforcer les capacités des enseignants, mais en identifiant les besoins de formation. Et il faudrait passer par une évaluation. Évaluation qui commence par les contractuels que nous avons, dont les meilleurs seront retenus pour pouvoir remplacer des enseignants qui seront orientés vers leur renforcement de capacité, parce que les classes ne doivent pas être vides. Alors, si l'on travaille à la qualification de la formation, il s'agira de travailler aussi à la qualification de la gouvernance. L'école est un bien de la communauté. L'école appartient à une communauté. Il faudrait que dans la gouvernance des écoles, dans la gouvernance de l'école, que les communautés participent. Les CDE, les parents d'élèves, les directions d'école, que dirais-je aussi, les quartiers et les secteurs doivent tous participer à la gestion de l'école. Pour que les ressources destinées soient bien utilisées, afin que la qualité de la formation, la qualité de l'environnement soit améliorée, pour que notre école devienne une école qui attire tout le monde, qui attire les enfants. Aujourd'hui, une école qui n'est pas bien entretenue, les parents ont le choix d'y envoyer leurs enfants ou de les envoyer là où les meilleures conditions sont créées. Et il faudrait que toutes les écoles publiques, qu'elles soient dans le milieu rural, qu'elles soient dans le milieu urbain, qu'elles soient dans le milieu aisé ou les quartiers défavorisés, il faudrait que le minimum de bonnes conditions soit créé au niveau de nos écoles afin que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Donc, nous travaillons à l'accès, nous travaillons à la qualité, et la qualité nous amène à parler de nos examens qui ne doivent plus être des examens fleuves comme avant, où on laissait tout le monde partir avec n'importe quelle moyenne. Déjà, depuis 2 ans, ce ne sont que les moyennes issues de la valeur intrinsèque du candidat pendant l'examen qui sont prises en compte. Il va falloir aussi serrer le choix des sujets pour que ce soit des sujets qui soient dans les programmes au niveau des élèves moyens et des meilleurs. Parce qu'on ne peut pas choisir des sujets qui soient au niveau des élèves faibles. Il faut qualifier l'enseignement par des sujets hautement appréciés. Mais en plus de cela, il faudrait que le personnel qui participe aux examens soit un personnel crédible. Donc le choix doit être désormais effectué en tenant compte de critères qui puissent mettre des personnes responsables, non seulement à la surveillance, à la correction, à la centralisation, jusqu'à la proclamation des résultats, que la filière soit de plus en plus assainie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas saine, mais qu'on la resserre avec beaucoup plus de rigueur et que cela amène à moins de contestation et que soit mis en place un système qui permette de dissuader tous ceux qui veulent contester à tort. Voilà. Ainsi, en élargissant les différentes filières que nous avons, parce que le projet est de créer, dans la qualification, le projet est de créer de nouvelles filières, des filières techniques. C'est pour cela qu'on ne parle plus d'enseignement secondaire général, mais on parle non seulement d'enseignement secondaire général, mais d'enseignement technique aussi. Enseignement, Direction nationale de l'enseignement secondaire général et technique. Ceci nous permet d'ouvrir à des métiers de ce temps présent et de l'avenir la formation
de nos élèves pour qu'ils se prépositionnent dans des domaines de formation à venir pour avoir des métiers qui seront les métiers du futur. Aussi, il faut se dire que si nous qualifions les filières, nous élargissons les filières. Il serait très intéressant que nous pensions dans le contexte guinéen au fait que la Guinée est un pays qui a de grandes ressources, non seulement agricoles, mais pastorales. Mais dites-nous, dans quelle école ici on apprend quelque chose d'utile à l'agriculture? Ne pensez-vous pas que ça a été une grande faiblesse de notre système, qu'après 1984, on ait dit agro-pastoral dehors? Si la filière agro-pastorale avait été développée, très certainement, l'impact de l'exode rural aurait été atténué. Alors nous sommes en train de penser à tout cela pour que désormais notre enseignement soit de qualité, surtout avec l'élargissement de l'enseignement de base. Au lieu d'avoir désormais à ne contenir dans l'enseignement de base que le cycle élémentaire, il veut être élargi au premier cycle du secondaire, qu'on est déjà dans l'enseignement fondamental 10 ans. Alors celui qui sortira d'un enseignement fondamental en 10e sera capable de réfléchir mieux, sera capable d'utiliser ses mains mieux et sera capable d'opter par lui-même pour un devenir meilleur. Voici ce sur quoi nous travaillons. Dans cette politique, le secrétaire général, d'envoyer plus d'enfants bien à l'école, est-ce que c'est possible à long terme ou bien il y a un plan au niveau du ministère à long terme pour qu'on puisse avoir dans chaque quartier au moins une école publique? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ne partent pas à l'école parce que les parents n'ont pas de moyens et il y a pléthore au niveau des écoles publiques ou qui partent pas régulièrement à l'école parce qu'au niveau du privé, les parents ne payent pas régulièrement les frais de scolarité. Oui. Le devoir de l'État est de dispenser gratuitement l'éducation. L'idéal serait que dans chaque quartier, il y ait une école, surtout les quartiers de Conakry qui sont très populaires. Les moyens étant limités, l'on progresse sur ce terrain à une certaine allure qui va être bientôt visible parce que dans beaucoup de quartiers, des partenaires et le gouvernement guinéen ont lancé des projets. Et je citerai les projets de la JICA, je citerai les projets financés par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement guinéen. Qu'est-ce qui se passe? Les espaces qui avaient été réservés pour la construction d'écoles, les espaces publics, ont été spoliés par des administrateurs locaux. Aujourd'hui, c'est des constructions privées qui se retrouvent sur ces espaces où devraient être des écoles, des dispensaires. Il y a un plan de récupération de certains espaces. Et sur le Conakry, nous avons déjà visité, nous, rien que dans Matoto, plus de 15 sites. Et Ratoma en a plus de 25. Ce sont des sites qui doivent être récupérés pour que les projets de construction soient orientés afin que les écoles publiques soient décongestionnées en effectif. Mais la nouvelle politique est désormais de ne plus construire des maisons au sol. Il va falloir exploiter en hauteur tous ces espaces pour que nous ayons au niveau des classes un grand nombre et que les effectifs soient au maximum fixés à 50 élèves par salle de classe. Voilà, c'est ceci notre objectif. Et autant c'est prévu pour la capitale, dans les villes de l'intérieur, les grandes villes, les villes régionales, les capitales régionales et les autres grandes villes, voilà ce que nous devons faire. Et ceci doit aller jusqu'à l'intérieur, dans les villages, les secteurs, les districts. Parce qu'on a dit qu'à la gouvernance de l'école doivent être associées les collectivités locales, parce que l'école est la propriété des collectivités locales. Okay, une dernière question. En 2016, on était là dans votre bureau, on parlait de ces enseignants qui désertent l'intérieur du pays, les hameaux.
vous aviez pris à l'époque des mesures administratives. Où en êtes-vous? Des mesures administratives ont été prises pour que les gens retournent. Certains sont retournés, d'autres, comme on le dit, aiment faire le vide. Mais cela est toujours possible parce que l'administration est centrale. Mais avec la perspective de responsabiliser les communautés locales à travers la décentralisation et la déconcentration, la gestion des écoles va être assurée par les communautés rurales, par les districts. Ça ne sera plus au niveau central. Alors, tout engagement qui sera pris envers une communauté locale par un enseignant, parce qu'il sera obligé d'aller se recenser pour faire son test dans un village. Et quand il sera admis, il sera tenu par un engagement. Sera-t-il fixé décennal ou quinquennal? Tout dépendra des besoins de terrain. Et en ce moment, cet enseignant lié aux autorités locales ne pourra se débiner, ne pourra pas se détourner de ces tâches, parce que si il ne les accomplit pas sous contrôle des autorités locales, il risque de ne pas avoir de salaire. Donc il faut responsabiliser les communautés locales et que la décentralisation descende jusque-là pour que les salaires soient payés à partir de cette base, pour que le paiement des salaires soit contrôlé à partir de la base, pour que l'enseignant fonctionnaire se sente lié aux structures de gestion des communautés à la base. Général Sixan Touma, à la fin de cette crise, un mot à l'endroit des parents, des élèves aussi. Merci bien. C'est très aimable et je suis très heureux de pouvoir dire aux parents d'élèves, parce que nous sommes tous des parents d'élèves, que notre devoir c'est de maintenir les enfants à l'école. Notre devoir c'est de nous informer sainement, de refuser la désinformation, de refuser la manipulation. Et surtout, nous ne devons pas commettre l'erreur de provoquer le retard de nos enfants à l'école, parce qu'une année de perdu pour un enfant coûte beaucoup plus cher que l'argent perdu, l'argent investi par le parent qui est perdu. Parce qu'une année de perdu dans la vie montre beaucoup d'opportunités qui s'envolent en fumée. Et ceci peut même arriver à briser la vie d'un enfant. Alors, nous, parents d'élèves, devons être du côté de l'école. Parce que c'est à l'école que le complément d'éducation que nous voulons pour les enfants, pour nos enfants que nous aimons bien, ce complément sera trouvé. Aux élèves, ce que je peux leur dire, parce que ce sont nos enfants, ils doivent viser à être des citoyens modèles. Aujourd'hui, dans la société, ils envient des personnes qui ont de grands postes, qui posent de grands actes, des actes patriotiques. Mais c'est grâce à l'école que ces gens ont pu le faire. C'est grâce à une bonne éducation qu'ils ont pu devenir ce qu'ils sont. Il faudrait qu'ils s'identifient à ces modèles positifs. Pas du tout les modèles qui viennent les révolter contre l'ordre qui est là, mais plutôt des modèles qui les amènent à participer à la construction de la société. Aux enseignants, on ne dira pas grand-chose, mais c'est tout simplement les inviter à méditer davantage sur le rôle d'agents développeurs qu'ils ont au sein de la société. Les enseignants sont irremplaçables au sein d'une société. Les enseignants sont la lumière de la société. Mais il est donc inacceptable que des enseignants se laissent fourvoyer. Que désormais, avant de prendre n'importe quelle décision, qu'ils pèsent non seulement leur intérêt propre, mais qu'ils pèsent l'intérêt que peut tirer la nation de cela. Mais s'ils comprennent qu'une action peut les conduire à ralentir le développement de la nation, ils doivent comprendre que ce rôle n'étant pas patriotique, ce n'est pas le leur. Parce que nous devons comprendre que désormais, la Guinée va fonctionner sur l'application des règles qui sont écrites
elles ne sont pas écrites pour être abandonnées. Celui qui se comporte bien dans son travail recevra la récompense positive, c'est-à-dire une sanction positive. Et celui qui se comportera mal, c'est-à-dire pas de manière convenable, recevra aussi la sanction qui convient au fait qui a été posé. Donc j'invite tous les enseignants à regarder l'avenir sereinement, à se rejoindre dans le but de travailler, à revendiquer ce qu'il est possible d'avoir, mais ne pas revendiquer pour pouvoir bloquer la marche de la nation.